Salut à tous et bienvenue dans la petite histoire. Aujourd'hui on continue avec la thématique de ce mois de septembre sur les plus grands maréchaux d'Empire. On a vu Murat, on a vu Ney, maintenant on enchaîne avec Davout. Et je vous laisse deviner qui sera le dernier. Surnommé le maréchal de fer, Davout est, malgré une calvitie plus que problématique, le seul maréchal invaincu des guerres napoléoniennes. À ses hommes comme à lui-même, il imposait une rigueur et une discipline de fer, d'où le surnom, ce qui lui permettra de remporter bien des batailles épiques. La plus célèbre d'entre elles, celle qui lui vaudra son titre de duc, c'est bien entendu la bataille d'Auerstedt où il écrase les Prussiens à 1 contre 3. On va y revenir. Bref, il n'a jamais failli, il n'a jamais été vaincu, il n'a jamais trahi Napoléon. Mesdames et messieurs, l'un de mes maréchaux favoris, Louis-Nicolas Davout, c'est maintenant. La première chose à savoir sur Davout, et j'en ai déjà parlé, mais je me dois de le refaire, c'est qu'il a une calvitie magnifique. Regardez-moi cette sphère parfaite, luisante. Murat, quand il arrivait sur un champ de bataille, on le remarquait tout de suite à ses tenues. Davout, on le remarquait à l'éclat. C'est une Pokéball le bordel, ou une Dragon Ball même. Et je pense très sincèrement, parce qu'on rigole là, mais c'est très sincèrement vraiment que cette calvitie est pour beaucoup dans le fait que c'est moins une rockstar que Lannes ou Murat. Et on va y revenir aussi. Mais plus sérieusement, les principales informations à retenir sur Davout, et il me semble qu'on dit Davout d'ailleurs, mais ça j'y arrive pas, c'est 3 choses. Loyauté, discipline et invincibilité. C'est quand même pas mal. Avant d'en parler, petite présentation rapide. Louis-Nicolas Davout est né en 1770 dans un petit village de Lyon. Il est issu d'une vieille famille aristocratique et d'ailleurs à la base, son nom porte une particule avec un D apostrophe qu'il supprimera après la Révolution. Il fait l'école militaire d'Auxerre, rejoint l'armée du Nord à la Révolution et il s'illustre déjà par sa bravoure et son sens de la discipline. Son sens de la loyauté aussi, puisqu'il n'hésite pas à faire tirer sur le général Dumouriez lorsque ce dernier trahit, sans parvenir toutefois à le toucher. Et malgré tout, il garde la tête sur les épaules, ce qu'il fera tout au long de sa vie, car lorsqu'en 1793, on lui propose le poste de général de division, il refuse, s'estimant trop inexpérimenté. Pas le genre de mec à dire « Moi, ministre, jamais !» puis à accepter dans la foulée, quoi. Vous voyez de quoi je parle, hein, Eric. Il va ensuite rencontrer Bonaparte par l'intermédiaire de Dessé. Il sera présent pour l'expédition d'Égypte et il jouera un grand rôle, tout comme Murat, dans la victoire d'Aboukir. Il fait logiquement partie de la première promotion des maréchaux d'Empire en 1804, puis il sera de toutes les campagnes et de toutes les batailles de l'épopée napoléonienne. Son plus haut fait de gloire, bien sûr, ça reste la bataille d'Auerstedt en 1806, et on va y revenir juste après. Bon, il sera de toutes les campagnes, de toutes les batailles ou presque, jusqu'au bout, jusqu'à l'abdication, jusqu'aux 100 jours, et jamais il ne trahira. Après la chute de l'Empire, il se soumettra finalement à l'autorité royale, puis préférera se retirer dans sa petite ville dont il sera le maire, où il mourra en 1825 à l'âge de 53 ans. Je l'ai dit, les 3 valeurs qui, à mon sens, représentent le mieux le maréchal Davout, ce sont la loyauté, la discipline et l'invincibilité. Bon, l'invincibilité, c'est pas une valeur, ok, c'est un fait, mais c'est Davout quoi. La loyauté déjà, car Napoléon a toujours beaucoup compté sur lui et Davout a toujours été fidèle à l'empereur. Il n'a jamais trahi, même pas dans les moments difficiles, que ce soit lors de la première abdication, où il tient Hambourg jusqu'au bout, ou des 100 jours. D'ailleurs, pendant les 100 jours, Napoléon lui propose le ministère de la guerre, poste que Davout refuse dans un premier temps, mais l'empereur lui lance alors « Je suis seul en face de l'Europe, voilà ma situation. Voulez-vous m'abandonner ?» Et très ému, Davout répond « Sire, je n'ai qu'une réponse à faire, j'accepte le ministère. » Et il réussira à recréer une armée en quelques semaines, armée qui sera malheureusement défaite à Waterloo, mais l'exploit est quand même à mettre à son crédit. Napoléon comptait beaucoup sur lui et il n'avait jamais à le regretter. Un jour, durant la bataille d'Eckmühl en 1809, une victoire où le maréchal a joué un rôle décisif, l'empereur s'exclame, admiratif, « Regardez ce Davout comme il manœuvre, il va encore me gagner cette bataille-là. » La discipline ensuite, Davout avait pour habitude d'imposer une discipline de fer à ses hommes, comme à lui-même d'ailleurs, et c'est pourquoi on l'a surnommé le maréchal de fer et que ses troupes apparaissaient toujours comme un modèle de discipline au sein de l'armée. Même durant la désastreuse retraite de Russie au sein de la grande armée en lambeaux, seules 2 unités gardaient un semblant de cohérence et d'ordre, celle de Davout et la garde impériale. C'est grâce à cette discipline qu'il a pu réaliser l'exploit d'être présent à Austerlitz et de largement contribuer à la victoire, alors que lorsque l'empereur l'appelle, son corps d'armée est à 150 km
km. Et il lui fera parcourir ses 150 km en moins de 36 heures. Ça lui vaudra d'ailleurs l'honneur d'être le premier à entrer dans Berlin. Et enfin, troisième grande qualité davousienne, ouais, j'ai dit davousienne, c'est l'invincibilité. Parce que Davout présente cette particularité, plutôt street cred, hein, on va pas se mentir, de n'avoir jamais été battu sur un champ de bataille. Il n'était pas présent directement lors des grandes défaites, et lorsqu'il était sur place, ses talents de manœuvrier, de tacticien et sa valeur au combat faisaient souvent la différence. Ce fut le cas à Eckmühl en 1809, où il parviendra, en manœuvrant à merveille, à faire reculer une puissante armée autrichienne largement supérieure en nombre. Ce fut le cas lors de la bataille de la Moskova, où il s'illustre particulièrement et voit d'ailleurs son cheval tué sous lui. Et ce fut le cas bien sûr lors de son plus haut fait de gloire, le plus connu mais néanmoins pas assez reconnu, la bataille d'Auerstedt en 1806. Nous sommes donc en 1806, la Prusse a déclaré toute seule la guerre à la France et a juré qu'elle n'aurait même pas besoin de fusils, que des gourdins suffiraient. Sauf que finalement, ils sont quand même venus avec des fusils, qu'ils se sont fait écraser à Jena, éclater en 3v1 à Auerstedt et que leur armée a été anéantie en seulement 3 semaines. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler un plan qui a un poil foiré. Et Auerstedt, parlons-en d'ailleurs, ça se passe le même jour et en même temps que la bataille d'Iéna, à 20 km au nord, et elle met aux prises le corps de Davout, 26 000 hommes, aux Autrichiens de Frédéric III, fort de 66 000 hommes. Et une fois de plus, Davout fait des merveilles, en fin manœuvrier qu'il est, en parvenant littéralement à écraser ce qui est le gros de l'armée prussienne, à lui tout seul. Bon, il n'était pas non plus tout seul, hein, mais ma main a coupé que même tout seul, il les éclatait quand même. En gros, on peut dire que la dernière vision que les Prussiens ont eue avant de mourir, c'est un gun et un chauve. Ça colle. Grâce à cette victoire éclatante, il est fait duc d'Auerstedt et il est autorisé à entrer le premier dans Berlin. Malheureusement, vu que Napoléon gagne Jena en même temps, eh bien, tous les lauriers vont aller à l'empereur, ce qui éclipse quelque peu le triomphe de Davout. Napoléon lui rendra néanmoins les hommages en faisant écrire dans le bulletin de la Grande Armée, je cite, « Ce maréchal a déployé une bravoure distinguée et de la fermeté de caractère, première qualité d'un homme de guerre. » Voilà, je vais m'arrêter là pour le maréchal Davout. Je pense que je vous ai dit le principal, tout en essayant de faire court, ce qui, croyez-moi, est un exercice très compliqué pour cette trempe d'hommes. Je vous laisse néanmoins avec l'adage de la famille Davout, qui est particulièrement stylé. Quand un Davout sort du berceau, une épée sort de son fourreau. Et aussi avec une citation du général de Trobriand qui résume bien le personnage, je cite « Sévère mais juste, il jugeait les hommes avec une grande impartialité, utilisant chacun suivant son mérite, au plus grand avantage du pays comme de la personne elle-même. On ne lui a jamais connu de ses faiblesses dont si peu d'hommes ont le privilège de s'affranchir. » Gloire et honneur à ce maréchal injustement méconnu, mais qui a indéniablement sa place au panthéon des grands chefs de guerre de l'histoire de France. À bientôt, la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette thématique mensuelle sur les grands maréchaux. On termine avec le maréchal Lannes. Ça va être très très lourd les amis. Salut.